Bonjour, je m'appelle Antoine Guillon, donc je suis médecin réanimateur. Ma spécialité c'est médecine intensive et réanimation. J'ai fini mon internat en 2009. Alors mon parcours, c'est un parcours d'hôpital universitaire, parce que je suis donc PUPH. J'ai fini mon internat en 2009, j'ai ensuite fait une année de recherche sur un financement qui s'appelle une médaille d'or. J'ai ensuite été chef de clinique d'un service de réanimation qui s'appelait réanimation médicale à l'époque ici. Et puis ensuite j'ai passé un concours pour partir faire de la recherche fondamentale, un concours INSERM qui s'appelle un poste d'accueil INSERM. Et donc je suis parti faire 3 années dans un laboratoire de recherche dans lequel j'ai fait une thèse de sciences. Et je suis ensuite revenu dans mon service d'origine, cette fois-ci sur un poste de MCUPH, et puis pendant quelques années. Et j'ai finalement obtenu un financement pour partir à l'étranger, à Boston, pour rejoindre une équipe de recherche pour laquelle thématique qui m'intéresse. Moi, c'est l'infection respiratoire. Et je suis revenu ici sur un poste de MCUPH, puis depuis quelques mois sur un poste de PUPH. Tours, c'est une ville qui n'a ni la mer ni la montagne. Alors, elle n'est pas sur le top list de ce qu'on peut imaginer, mais elle a beaucoup d'atouts. Au niveau professionnel, je suis persuadé d'une bonne taille pour faire ses études et puis s'épanouir professionnellement. C'est ni trop petit, ni trop grand. C'est ni trop petit, ça veut dire qu'il y a tous les plateaux techniques pour faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on sait faire en médecine. Et puis c'est pas trop grand parce que dès qu'on téléphone à quelqu'un, on le connaît. D'abord une phase de socle où ils sont en gros dégrossis sur ce qu'on attend d'eux pour la prise en charge de patients en réanimation. Donc ils ont 6 mois de réanimation dans un service MIR et 6 mois en anesthésie pour faire beaucoup de gestes techniques, notamment l'intubation, la pose de voie centrale, qu'on fait aussi en réanimation, mais de façon un peu moins fréquente. Donc ça c'est la première année. L'idée c'est d'avoir un peu le tableau global et puis de pouvoir réagir très facilement sur ce type de situation. Et ensuite 3 ans d'approfondissement, où là, les internes vont alterner des stages de réanimation et de médecine. Et puis ensuite, il y a l'année de consolidation. Là, on va la découvrir. Donc les internes, ils vont être en conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme si, mais en ayant des garde-fous, en étant parfaitement encadrés. Et ça se passe en réanimation. Alors oui, il y a tout ça. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de simulations, surtout la première année et puis les années qui suivent. Et il y a beaucoup de séminaires, de congrès. On a un congrès annuel pour lequel les internes sont invités la première année et puis ensuite invités avec des modalités qui varient. Il faut venir présenter un travail par exemple, etc. pour être invité. La pédiatrie par exemple, il y a des FST ensuite plus pharmacologiques, il y a donc d'autres types de FST. On n'a pas encore une expérience très très riche de tous ces parcours-là parce que ça a débuté il y a quelques années. Donc. Les mots-clés, c'est que c'est une spécialité qui est extrêmement polyvalente, qui est à la fois cérébrale et technique. Et qui est à la fois dans l'urgence, parce qu'on a des gestes d'urgence et on a facilement cette image-là de la réanimation, mais aussi dans la réflexion, parce qu'on a des diagnostics à faire, on a des prises en charge à faire, et puis la réflexion devient éthique aussi. Et on a l'image de patients dans le coma dans ma discipline, et on oublie de voir toutes les familles qu'on accompagne, avec qui on a une relation de confiance très très rapidement, parce qu'on discute de choses essentielles. Notre spécialité, c'est pas l'organe, c'est la gravité. Celle que j'aimerais mettre en avant, c'est l'esprit d'équipe. Il y a une permanence des soins chez nous, c'est-à-dire qu'il y a toujours un médecin sur place. Et pour que ça fonctionne, il faut bien s'entendre, il faut être capable d'être de bonne humeur souvent, d'être poli, savoir communiquer avec les gens. Ça paraît idiot, mais c'est vraiment une qualité essentielle à mon avis pour faire cette discipline-là. Il faut être relativement serein, parce qu'on a des situations qui sont complexes. Oui, donc la particularité du travail d'équipe ici, c'est que il faut se faire confiance les uns les autres, parce qu'on est présent 24 heures sur 24, donc on prend
lors des gardes, on prend le relais du travail de la journée de ce qu'a fait notre collègue. Et donc, on continue ce qui a été mis en place. On a aussi des situations parfois très difficiles qui nous secouent un peu. Et pour les vivre sereinement, il faut qu'on sache qu'on soit dans un environnement où on se fait confiance les uns les autres et que si ça se passe mal, c'est pas parce qu'on a mal fait, mais c'est parce que la situation est complexe. Mais j'ai vraiment eu des déclic assez tard en fait, en confrontant à des gens qui faisaient de la réanimation et puis comme souvent j'ai suivi des exemples, des gens qui m'ont inspiré. J'ai plus suivi en fait des modèles que la discipline en tant que. Et puis ce qui a conditionné le choix, c'est que je voulais pas m'enfermer dans une discipline. Je voulais quelque chose d'assez polyvalent, d'assez dynamique et donc j'avais l'impression de me retrouver un peu dans cette discipline. Qu'on est clairement au cœur du sujet, c'est-à-dire que on parle de vie ou de mort, on parle de choses essentielles, les choses vont assez vite. Quand on prend une décision d'avoir accès à une imagerie, une décision thérapeutique, on a très très vite le rendu de ce type de décision. Donc, tous les jours il se passe quelque chose, hein, c'est vraiment un feuilleton quand on prend un malade parce que les choses évoluent très vite. Donc ça c'est un point positif. La relation avec les familles, c'est vraiment un point positif et j'insiste parce que ça, on le voit très peu, mais les familles ne viennent pas nous voir pour nous demander des certificats, des ordonnances, des choses comme ça. Ils viennent nous voir parce que ils sont inquiets, parce qu'on peut les rassurer, on ne peut pas les rassurer. Les points négatifs, alors je ne sais pas si c'est négatif, mais c'est une discipline où on s'investit. Il ne faut pas voir ça forcément négativement, mais on ne peut pas l'occulter. C'est-à-dire qu'il y a du travail de nuit, de week-end, et si on est trop freiné par ça, il ne faut pas venir chez nous. Et d'autres aspects négatifs, on est quand même confronté à la mort assez souvent, donc il faut savoir aussi pouvoir digérer ça. S'il y a une moyenne des patients qui nous marquent, c'est en général quelques jours, quelques semaines. Donc on a quand même un impact important, mais sur un délai court sur ces patients-là. On a beaucoup de pathologies infectieuses. On a toutes les pathologies qui conduisent au coma. Des comas qui peuvent être d'ordre toxique ou liés à un accident vasculaire cérébral sévère ou à des crises d'épilepsie par exemple. Et puis il y a beaucoup d'autres causes qui sont des causes plutôt médicales. Par exemple les cas d'acidocétose diabétique grave viennent chez nous. Voilà, j'oublie peut-être les arrêts cardio-respiratoires en extra-hospitalier qui viennent chez nous aussi. Et on a aussi des patients graves sans diagnostic à qui on va faire un diagnostic. Donc avec le patient, on a entre 40 et 5% des patients ventilés. Donc on a des relations parfois pas au début et puis on le découvre après, ou parfois l'inverse, un peu plus atypique, des patients qu'on met sur respirateur. Donc les relations, elles sont très resserrées au début parce qu'ils sont dans une situation qui est très très critique et donc ils ont besoin de beaucoup de réponses. Et avec la famille, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, hein, on a une relation qui est très très proche parce qu'ils sont en demande d'énormément d'informations. On a de la chance d'avoir finalement des patients très graves à s'occuper mais peu, donc on a beaucoup de temps à leur consacrer. On a la responsabilité de nos patients du début à la fin. C'est-à-dire de toutes les prises de décision, qu'elles soient très significatives comme la décision de mettre un traitement en place, de mettre des traitements de support invasifs. On a aussi des décisions parfois de limitation des thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on arrive parfois sur des situations où malgré tous les traitements mis en place, la situation paraît être dans une impasse thérapeutique et donc on prend la décision quitte à ce que le patient décède. Donc c'est des décisions que nous prenons et dont on informe la famille pour que ça se passe de façon la plus transparente possible et que ce soit en bonne intelligence, mais qu'on est amené à prendre assez régulièrement. Alors oui, il y a des questions éthiques. Les questions éthiques, elles sont à beaucoup de niveaux. La première d'entre elles, c'est quand on décroche le téléphone pour nous proposer une entrée, on décide ou pas d'admettre le patient en réanimation. Donc là déjà il y a une décision éthique qu'on doit prendre 24 heures sur 24 et qui est parfois complexe.
Mais pour le patient, pour sa famille, pour la société, on ne peut pas réanimer tout le monde, on est tous vivants, on va tous mourir un jour. Donc il faut qu'on hospitalise des patients que pour qui on pense avoir un bénéfice à leur échelle individuelle. Et puis après, à la fin de l'hospitalisation, là c'est l'inverse, il y a des patients qui sont chez nous depuis un petit moment, et puis on a discuté tout à l'heure, où là on prend une décision éthique de limitation des thérapeutiques qui peut conduire au décès du patient. Et puis il y a des décisions éthiques un peu intermédiaires où on décide du niveau de soins qu'on va proposer aux patients. Voilà, on va affiner toutes ces décisions et en général on le fait à plusieurs. On se retrouve parfois justement, on se décharge un peu sur nous des décisions de vie ou de mort. On n'a pas vocation non plus à statuer sur le niveau de soins de tous les patients qui sont dans la région. Et il me semble que parfois, ce serait bien que des médecins qui s'occupent de leurs patients régulièrement prennent aussi ce type de décision sans forcément avoir recours aux réanimateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réanimation, elle est née de deux environnements différents. Alors, pour commencer par la réanimation dite médicale, les progrès ont fait qu'on a mis en place des traitements de support pour s'occuper des patients, par exemple, respiratoires très lourds, les patients de néphrologie, les patients de cardiologie, et donc il a fallu surveiller ces patients 24 heures sur 24, et se sont créées des unités de réanimation d'horizon médical. Et puis en même temps, il y a eu les progrès de la chirurgie, et donc il a fallu créer des salles de réveil, et puis les salles de réveil, il a fallu les étoffer un petit peu, et puis on a créé des réanimations d'horizon chirurgical aussi, et à lequel aussi les patients de traumatologie se sont intégrés. Et finalement, ces deux univers-là sont maintenant très très mixtes. Il y a beaucoup de villes où il n'y a qu'une seule réanimation, c'est une réanimation qui est polyvalente. Anesthésie-réanimation, c'est une discipline qui est très proche de l'anesthésie essentiellement, et qui aussi a une activité sur les réanimations qui sont plutôt périopératoires. La médecine intensive et réanimation, c'est une discipline qui est plus proche de la médecine et qui a pathologies graves de l'environnement de la médecine. C'est difficile de choisir. Moi, je crois qu'il faut se poser une question. Est-ce que ce qu'on aime, c'est l'environnement du bloc opératoire et son environnement au sens large, auquel cas c'est plus l'anesthésie-réanimation, ou est-ce qu'on préfère plutôt les disciplines à tendance plutôt médicale, et dans ce cas-là, c'est plutôt MIR, hein. Ils vont des gestes très simples aux gestes très compliqués. Les gestes très simples, voilà, tous les gestes d'examen clinique. Il faut quand même être un bon clinicien parce qu'on a beaucoup de pathologies différentes. Et puis après, il y a des gestes qui sont plus marquants de nos disciplines. L'intubation en éteint, par exemple, l'intubation orotrachéale, qu'on fait dans les situations parfois d'extrême urgence. Et donc, il y a tous les gestes qui vont ensuite être de la sphère respiratoire. On a toutes les techniques d'accès vasculaire, c'est-à-dire de pose de voie veineuse centrale, de voie artérielle. On pose aussi, nous, les ECMO au lit du malade. Donc, c'est des techniques d'assistance cardiaque et ou respiratoire. On réalise aussi des examens d'imagerie, capables de faire les drainages péricardiques. Donc, on peut dire qu'on fait toutes les techniques percutanées. Voilà, on doit maîtriser quand même la plupart de ces techniques-là. Elles sont nombreuses, elles sont diverses. On est surtout médecin réanimateur et c'est le cœur du métier. Il y a des évolutions après plus d'organisation au sein de l'hôpital. On voit parfois des médecins évoluer plus vers l'infectiologie de type hygiène ou vers des centres de la douleur. Ça, c'est des choses qu'on a vu évoluer. L'évolution, déjà les conditions de travail ont vraiment progressé chez nous. Quand on compare avec avant, on a l'impression que c'était peut-être mieux avant, mais c'était déraisonnable en fait. Une évolution notable, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a mis le nombre de médecins en face du nombre de malades graves et on est en train quand même d'être plus raisonnable dans ce type d'approche. Et ça, c'est vraiment un grand pas. Ensuite, pour les évolutions, on suit les évolutions techniques. L'échographie cardiaque, c'est un bon exemple, par exemple. Et puis, on suit parfois l'évolution des pathologies en elles-mêmes. Le Covid, c'est un bon exemple.
Parfois on s'adapte pour suivre différentes façons de fonctionner. Quand des collègues mettent en place une technique un peu complexe, on sécurise ça par exemple en prenant leur patient pendant un petit moment et puis voilà, ce qui peut moduler un peu le type de patient que nous avons. Ça a mis en avant ce qu'était le métier de la réanimation. Donc ça, je trouve, c'est très positif. Après, l'aspect un peu plus négatif de ça, c'est qu'au fur et à mesure des mois, la réanimation s'est résumée à on intube un patient, on le met sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, alors que c'est pas que ça. Il y a vraiment énormément de choses autour. Il y a évidemment l'activité médicale, mais tout ce qui est paramédical, il y a un savoir-faire qui est très très important. Alors on est une discipline qui est très active au niveau de la recherche. C'est très important de le savoir. Moi j'ai eu la chance de partir travailler aux États-Unis. Et aux États-Unis, les gens lisaient les articles publiés par mes copains en France. Et donc on fait partie des pays top niveau en recherche en France sur la discipline réanimation. Voilà, il y a beaucoup d'exemples où par exemple pour le Covid, le décubitus ventral, c'est une technique qui avait été démontrée par la France il y a quelques temps. Et aussi pour la recherche fondamentale. Après, il ne faut pas que ça fasse peur non plus aux gens. On peut être un très bon médecin réanimateur et ne pas faire de recherche. Oui, encore une fois, je pense qu'on a une vision de notre spécialité qui est une vision très technique d'un patient dans le coma, à qui on tourne autour, on met des tuyaux, on prend des décisions. Et en fait, voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et tout l'aspect humain est finalement quelque chose de très très prépondérant dans nos décisions, dans notre façon de voir le patient. Et ça, ça c'est quelque chose que j'avais peut-être pas anticipé. Donc c'est une spécialité qui se fait à l'hôpital. Donc ça c'est une chose à considérer, c'est-à-dire qu'on travaille à l'hôpital. C'est essentiellement une activité de secteur public, mais on peut aussi avoir des réanimations de secteur privé. Mais une enquête a été faite qui montre que c'est un peu plus de 10% des médecins réanimateurs qui travaillent dans les secteurs privés. Donc c'est pas public exclusif. Dans ma vie quotidienne, ça a une place importante. Il ne faut pas voir la vie professionnelle en opposition avec la vie privée. Je pense que c'est les deux qui vont de pair. Et quand on est épanoui dans sa vie professionnelle, on est épanoui dans sa vie privée. Il y a une charge psychologique qui est assez importante parce qu'on voit beaucoup de patients mourir. On voit des patients mourir de l'ordre de 20%. Mais on ne peut pas dire qu'on s'habitue, mais il y a des mortalités attendues, donc qui sont un peu faciles à digérer. Et puis de temps en temps, on se prend un patient dans les dents où on ne l'avait pas vu venir, où vraiment l'histoire est très difficile et c'est un peu plus dur à digérer, mais c'est comme ça. Alors la place et le volume des gardes, c'est très variable d'un établissement à l'autre. En général, c'est entre 3 et 6 gardes par mois sur les différentes structures. Nous, on était à une vitesse, on avait plutôt 4 gardes par mois. Donc de 8h à 9h, on a ce qu'on appelle un staff, pour dire une réunion, où on revoit ensemble tous les dossiers des patients qui sont chez nous et où les étudiants en médecine qui ont fait la garde présentent les entrées. Et donc c'est un moment où c'est des actions un peu pédagogiques pour expliquer des choses aux étudiants. Et puis, ensuite, on va tous faire la visite, donc faire les prescriptions. Le matin, on essaie de faire un cours aux étudiants aussi. Il y a ensuite le temps du repas. Et puis l'après-midi, c'est un temps qui est plus dédié à faire des gestes techniques, transporter un patient au scanner, à l'IRM, voir la famille, ou alors avoir une activité plus transversale de mettre au point un protocole de soins ou être un peu plus à son bureau pour avancer un article de recherche ou ce type d'activité qu'on fait aussi. Et puis ensuite, vers 17h, on commence les transmissions et puis ensuite on est libéré. Une anecdote, j'ai pas le temps de bien réfléchir. Non, je voudrais vous donner une anecdote de la discipline. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une discipline qui est très jeune, parce qu'elle est née en 1954 sur la première épidémie de polio. Et quand on discute avec des anciens, ils ont connu une révolution. Et donc ça, c'est, je pense, à prendre en compte. Donc il y a une année marquante, c'est celle-là, le début de la réanimation.
Et puis il y a une deuxième année marquante, c'est 2020. On est en train de vivre en fait quelque chose qui va marquer au fer rouge notre discipline et qui va la faire énormément évoluer. On ne sait pas encore dans quel sens, mais il n'y a aucun doute qu'il y aura un avant, un après. Je crois qu'on nous place parfois dans une catégorie de gens très techniciens et on oublie peut-être la part un peu plus cérébrale de notre métier. Après aussi, on a le cliché à l'inverse d'être ceux qui avons la grosse tête et qui savons tout parce qu'on a beaucoup de pathologies et j'espère qu'on n'a pas trop ce cliché-là quand même. Il faut vraiment venir goûter à la MIR, à la médecine intensive réanimation. On est une discipline où il y a tout, quoi. Parfois, on fait une réunion le matin et puis on dit aux étudiants, vous imaginez, il y a une endocardite, une méningite, un AVC-CER, un monsieur qui a un syndrome de Guillain-Barré. Donc on est capable d'embrasser toute la médecine aiguë.